fait beaucoup de peine parce que je vois que mon fils est mal. On me l'a déjà dit, il faudrait que je quitte Paris. Ça serait l'idéal. Toute l'année, on a une situation dégradée où on est au-delà de ce que préconise la réglementation. Pour nous, Volkswagen, oui, n'était pas le pire des élèves. Le constat qu'on fait, nous, est le même pour tous les constructeurs. Il y a un problème de lobby, mais il y a aussi un problème de responsabilité politique. On a par le panache de la fumée de l'aspirateur un tas de produits toxiques, des milliers de substances toxiques. C'est aussi une question économique. On n'aura plus les moyens peut-être de se soigner. Chacun a le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Ça, ce sont les premiers mots de la loi sur l'air, écrite il y a 20 ans. Et ça, c'est Paris qui étouffe, un jour de pic de pollution. Le pic de pollution passe, mais le mal est chronique. Ici, par exemple, au Stade de France, l'air est irrespirable près de 100 jours par an. Mais quel est donc ce pays qui laisse suffoquer ses citoyens? Nous allons tenter de le comprendre grâce à ce nouveau numéro de l'Écho des lois. « 1996. Corinne Lepage, ministre de l'Environnement, présente devant les députés la loi LOR. Mesdames, Messieurs les députés, Loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie. Aucun gouvernement n'a, jusqu'à ce jour, je pèse mes mots, eu le courage de poser cette question de la pollution atmosphérique pour la simple et bonne raison que c'est une question difficile qui remet effectivement en cause la place de la voiture en ville et invite donc nos concitoyens à changer progressivement les habitudes. Fière de son texte, Corinne Lepage. Il faut dire qu'il instaure une petite révolution. Désormais, ce sont des associations indépendantes qui effectueront les mesures de la qualité de l'air. La loi prévoit également des seuils maximums pour chaque polluant, à la charge du préfet de les faire appliquer. Pastille verte, plan de déplacement urbain, la loi est ambitieuse, mais l'opposition, à l'époque, y voit un texte un peu fumeux. Je pense que dire aux gens que chacun a droit à l'air pur, c'est un peu, comment dirais-je, le prendre pour des imbéciles, quoi. C'est une espèce de bobard hypocrite qui ne conduit à aucune obligation. Car c'est bien là la faille. La loi LOR ne prévoit aucune sanction pour les pollueurs. Un manque qui se ressent toujours 20 ans plus tard. Paris, Porte Dorée, au pied du périphérique. Dans ce cube, aux couleurs discrètes, travaillent des dizaines de capteurs. Air Paris a installé ici une batterie de machines qui analyse la pollution de l'air en continu. En fait, Air Paris mesure 60 polluants, dont 3 sont vraiment problématiques en Ile-de-France, l'ozone, le NO2 et les particules. Les particules fines, ou PM10, sont des polluants rejetés par les voitures et l'industrie. Le NO2, c'est le dioxyde d'azote qu'émettent les moteurs diesel. Alors ici, on est sur une station de proximité au trafic automobile. En l'occurrence, le long du périphérique, c'est un des axes les plus fréquentés d'Europe, donc on a des niveaux qui sont bien évidemment élevés. Pour les PM10, le seuil réglementaire est fixé à 35 jours de dépassement par an. Ici, on en a 41 jours de dépassement. Pour le NO2, la limite annuelle est à 40 microgrammes par mètre cube. Or, ici, on est à 80, soit le double. Ne serait-ce que sur notre bâtiment, on a des dépôts de suie qui sont assez conséquents. Mon doigt est noir assez vite. Autant de molécules toxiques qui iront se déposer dans les poumons de ces sportifs. Cette pollution du quotidien, Air Paris la mesure grâce à 50 stations réparties dans toute l'Île-de-France. Cette carte n'est pas celle d'un pic de pollution, mais la moyenne annuelle des émissions d'oxyde d'azote. En fait, toute l'année, on a une situation dégradée, en particulier sur Paris et la Petite Couronne, avec à proximité des axes de circulation, où on est au-delà de ce que préconise la réglementation. Et ces valeurs rouges, on les retrouve essentiellement le long des axes de circulation, et aussi plus dans le nord que dans le sud de Paris, ce qui est lié à plus d'axes de circulation, mais aussi à une densité de population plus importante, et donc aussi plus de chauffage. La capitale est toute l'année dans le rouge. 9 habitants sur 10 vivent exposés en permanence à une pollution excessive. Et les premiers touchés, ceux qui vivent à hauteur des gaz d'échappement,
ce sont les enfants. Le petit Jarod, 4 ans, est un habitué de l'hôpital Trousseau. Monsieur Jarod ? Oui. On va faire la petite nébulisation, Jarod, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Tu te rappelles le petit masque qui fait de la fumée pour que tes poumons soient tout ouverts. Gravement asthmatique, il vient ici, au centre de l'asthme, à chaque crise, presque tous les mois. Non, on met d'abord le masque. Regarde, là, il n'y a pas la fumée encore, il n'y a rien. Tiens, maman, tiens. Regarde, Mickey, il fait encore. Regarde, on fait à Mickey. Il pleure pas, Mickey. On fait à Jarod. Ça fait pas mal, t'as bien vu, ça fait pas mal. Aujourd'hui, il doit subir une fibroscopie. Une caméra va descendre à travers son nez jusque dans les poumons. Le quotidien de Jarod est rythmé par la maladie. Ce gaz anti-inflammatoire, il doit l'inhaler à 20 reprises, matin et soir. Pour ses parents, qui passent parfois des nuits entières au chevet de leur fils, Jarod est une victime de l'air vicié qui flotte au-dessus de Paris. Dès qu'il y a des pics de pollution, je le vois tout de suite, je le ressens tout de suite parce qu'il se met à tousser énormément. Une toux qui est très irritante, très irritante, quoi. Il tousse, il est très fatigué, il est très abattu. Oh maman, j'ai du mal à respirer, alors qu'il vient de se réveiller, quoi. Au centre de l'asthme et des allergies, les pneumologues sont confrontés à une nouvelle génération d'enfants malades. L'exposition de la maman enceinte à la pollution va entraîner un risque accru d'apparition d'asthme et d'allergie chez l'enfant à naître. Donc il y a un lien clair entre la pollution, l'asthme et les maladies allergiques, avec un accroissement de ces maladies, à la fois en termes de fréquence et à la fois en termes de sévérité. C'est ça qu'il faut bien comprendre aussi. Et ce qui est un peu dramatique, c'est surtout les jeunes patients, les tout petits. Plus ils sont jeunes et plus ils sont sensibles à la pollution et plus le lien est fait entre un nourrisson asthmatique et un pic de pollution. J'en ai un peu marre parce qu'il n'a que 4 ans et c'est depuis l'âge de 4 mois et ça ne veut pas s'arrêter. Ça me fait beaucoup de peine parce que je vois que mon fils est mal, est très mal. On me l'a déjà dit, il faudrait que je quitte Paris. Ça serait l'idéal. Paris, où on vit 6 mois de moins qu'ailleurs à cause de la pollution, responsable de cancers et de maladies cardiovasculaires. En France, ce sont chaque année 42 000 personnes qui meurent prématurément du fait de la pollution. 12 fois plus que les morts sur la route. Un coût humain, mais aussi sanitaire, qu'une commission sénatoriale a chiffré. L'État débourse 97 milliards d'euros chaque année à cause de la pollution, et l'ardoise risque de s'alourdir. D'ici une trentaine d'années, la moitié de la population française sera allergique, avec un coût de traitement médical aujourd'hui évalué entre 1 500 et 2 500 euros par an et par personne. C'est colossal. C'est vraiment colossal. Donc c'est une question de santé publique, c'est une question environnementale, mais c'est aussi une question économique. On n'aura plus les moyens peut-être de se soigner. L'air qui ne nuit pas à la santé, écrit noir sur blanc dans la loi Laure, semble bien loin. Mais qui est responsable de cette situation ? Les principaux coupables, ce sont eux, les transports. Et plus particulièrement, le diesel, premier pollueur pour le dioxyde d'azote et grand émetteur de particules fines. L'Europe, consciente du fléau, impose aux constructeurs des normes anti-pollution chaque fois plus draconiennes. Mais le scandale Volkswagen a montré l'inventivité des fabricants pour les contourner. Il suffit d'un logiciel et les émissions de polluants passent tous les contrôles. Ces manipulations sur les moteurs sont pour Volkswagen un désastre moral et politique. Les constructeurs n'ont pas forcément besoin de tricher pour fausser les résultats. Les tests pour homologuer leur voiture sont jusqu'à présent réalisés en laboratoire, à vitesse réduite et avec des moteurs optimisés. Pour mesurer la pollution d'une voiture qui roule, l'Association européenne Transport et Environnement a comparé des dizaines de marques, dont des voitures françaises, cette fois en conditions réelles.
C'est des tests sur circuit ou même sur route ouverte. Là, en l'occurrence, ils sont dans un aéroport désaffecté. Avec ça, le véhicule ne sait pas qu'il est mesuré, premièrement, puisqu'il n'est pas capable de savoir qu'il y a quelque chose qui est en train d'analyser ses gaz d'échappement. Donc, c'est le plus neutre possible pour le véhicule. Donc, c'est plus difficile de tricher, de contourner ce type d'équipement, ce type de mesures. Le résultat est accablant. À la sortie de ces tests, Volkswagen ferait presque figure de bon élève, notamment face à ses concurrents français. Vous pouvez voir sur l'écran le résultat pour les véhicules. On a eu accès, il y a 23 véhicules exactement. Et on peut voir pour les véhicules français, donc la Citroën C4 Picasso, vous voyez la ligne rouge qui est donc la limite réglementaire. Là, une Peugeot 308 sont dans la moyenne avec environ 5 fois la norme dépassée en conditions réelles. Pour nous, Volkswagen, oui, n'était pas le pire des élèves, bien au contraire. Donc oui, a priori, tous les constructeurs sont impactés au même niveau. En tout cas, le constat qu'on fait, nous, est le même pour tous les constructeurs. La Peugeot 308, qui pollue 5 fois plus en conditions réelles, est en vedette dans la vitrine du constructeur. Et PSA reste muet face à nos questions. Seuls les syndicats appellent leur direction à clarifier la situation. Je milite tout simplement pour que l'on fasse des contrôles indépendants. Que l'État se mêle et nous fasse un contrôle complètement indépendant, c'est-à-dire que PSA a fait ses contrôles qui répondent à une gamme, mais je demande à ce que l'État le fasse. Et comme ça, après, on pourra comparer. En mettant ces contrôles bien à plat, bien sur la table, visibles par le kidam moyen, Peugeot et Citroën ont tout à y gagner en image de marque. L'État, pas très pressé jusqu'à présent de mettre son nez chez les constructeurs. Mais après le scandale Volkswagen et avant la COP21, c'est Ségolène Royal qui saisit l'occasion. Centre d'essai de l'INAS Montlhéry, une table ronde, un tour de piste, et la ministre de l'Environnement promet des contrôles aléatoires avec sanctions pour les fraudeurs. Mais n'y a-t-il pas un problème, Madame Royal, à vendre des voitures homologuées en laboratoire ? Vous savez qu'un certain nombre de blocages ont eu lieu, qu'un certain nombre de lobbies se sont manifestés, qui ont entraîné une lenteur dans l'adoption de ces nouvelles technologies et notamment des contrôles en situation de conduite réelle. Ça, c'est un vrai problème. Et si à l'occasion de cette crise, on peut justement accélérer et remettre de l'ordre dans les technologies et la réglementation des homologations et des contrôles, eh bien, ce sera une excellente chose. Et comptez sur moi pour que, au niveau européen, les choses soient faites. Promesse tenue à moitié. Les États européens réunis à Bruxelles ont finalement rendu obligatoires les contrôles en conduite réelle à partir de septembre 2017. Mais ils ont aussi assoupli les normes anti-pollution pour les constructeurs. Ils auront le droit d'émettre 2 fois plus de polluants jusqu'en 2020. Une décision qui irrite les écologistes. Visiblement, les États n'ont pas pris conscience des conséquences du Dieselgate, ce qui est passé avec Volkswagen. C'est-à-dire que le décalage en fait, entre les consommateurs et la confiance qu'ils peuvent avoir dans les constructeurs automobiles. Il est évident que les constructeurs automobiles jouent un rôle pour faire pression, pour avoir des délais, avoir des dérogations, etc. Il faut entendre ce que disent les constructeurs. Il ne faut pas leur dire faites quelque chose qu'ils ne seraient pas capables de faire. Et en même temps, il faut aussi leur dire oui, mais c'est aussi à vous aujourd'hui de répondre aux besoins qui sont ceux de nos concitoyens. Le diesel protégé par le pouvoir des lobbies. Corinne Lepage partage cette analyse. Pour elle, sa loi a été torpillée depuis 20 ans par ces réseaux d'influence qui ont eu l'oreille de l'État. Une complaisance qui a rendu possible le contournement des normes. Il y a un problème de lobby, mais il y a aussi un problème de responsabilité politique. Les constructeurs automobiles ont joué sur la non-application de la loi et sur le diesel. Écoutez, on le voit encore aujourd'hui. Qu'avec un scandale comme celui de Volkswagen, qui tente à prouver que c'est la technologie diesel elle-même qui est dans l'incapacité de remplir les objectifs que lui fixent les normes communautaires et qu'il faut tricher pour essayer de les remplir, parce que c'est ça que ça signifie, eh bien, on voit quand même encore le gouvernement français défendre activement le diesel comme une grande filière d'avenir. C'est un peu spécial. Si les normes pour la qualité de l'air sont foulées aux pieds, qui est chargé de les faire respecter ? C'est la question que se posent les habitants de Metz, le regard braqué sur cet incinérateur
installée aux portes de la ville. Au premier abord, une usine classique qui brûle les déchets de l'agglomération. Sur les cheminées, des capteurs qui permettent à l'entreprise d'effectuer ses propres contrôles. Les résultats sont soumis aux autorités locales. A priori, rien à signaler. Les émissions de l'incinérateur, comme toutes les émissions des installations classées pour la protection de l'environnement, sont réglementées. Elles sont suivies, donc il y a une surveillance à l'émission. Et les émissions aujourd'hui respectent les dispositions de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Tout va bien donc à la sortie de la cheminée. Mais qu'en est-il de ce nuage qui s'échappe d'un hangar devant notre caméra, à quelques mètres de cet immeuble aux fenêtres ouvertes? Et qu'en est-il de ces camions sans bâche qui éparpillent leur cargaison de mâche-fer, un résidu de l'incinération potentiellement toxique? Chez Aganis, la société qui gère le site, on refuse de s'exprimer. Mais dans les logements sociaux juste en face, les habitants vivent tous les jours dans les poussières de l'usine. Tu peux pas laisser ouverte la fenêtre, ça va pas pour les gens qui vivent là, pour tout le monde. Ça nous retombe sur la gueule, bien sûr. Je suis obligé de prendre de la ventoline, parce que j'ai du mal à respirer. Donc là, ouais, je me sens vraiment encombré, je me sens pas bien dans ma peau. En voyant nos images, ce cancérologue, grand spécialiste des incinérateurs, s'inquiète. Les habitants sont trop proches, directement exposés au rejet de l'usine. On a par le panache de la fumée qui sort de l'incinérateur un tas de produits toxiques, des milliers de substances toxiques. Il y a un risque de cancer, en particulier de leucémie chez l'enfant et un certain nombre de cancers, notamment des voies respiratoires, cancers bronchiques. Bien sûr, plus on est près de l'incinérateur, plus le risque est important. Mais il est évident que construire un incinérateur en pleine zone urbaine est quelque chose qui n'est pas tolérable en termes de santé publique. Pendant plusieurs années, la direction de l'incinérateur s'est voulue exemplaire. Elle finance des tests tous les 5 ans sur les sols autour de l'usine pour y contrôler les dépôts des cheminées. Mais très vite, les taux de dioxine et de métaux lourds explosent. Les riverains s'indignent. L'incinérateur décide donc d'arrêter de payer des tests indépendants. Une association, Air Vigilance, prend alors le relais et récolte auprès des riverains plus de 10 000 € pour financer de nouveaux tests. Les résultats confirment leurs craintes. Donc nous sommes ici, pratiquement dans Saint-Julien, dans le secteur de l'église et de la mairie. C'est un des secteurs qui a été, sur lequel on a constaté des concentrations élevées en plomb en 2007 et on a retrouvé pratiquement ces concentrations en 2012. Ce qu'on sait, c'est que c'est au-delà des concentrations habituelles qu'on peut trouver dans les secteurs non pollués et non impactés. Cette étude, validée par des experts, la préfecture ne veut pas en entendre parler. À ses yeux, les contrôles existants suffisent. Mais cet ancien ingénieur réclame le retour des tests indépendants. Pour lui, ce n'est pas aux citoyens de combler les carences des contrôles antipollution. Le principe pollueur-payeur est battu en brèche puisque ce sont les pollués qui sont amenés à financer les contrôles, les propres contrôles qui vérifient l'état de leur environnement et leur non-pollution ou leur pollution. C'est quand même pas quelque chose de logique. Et je considère que l'association Air Vigilance et les membres de cette association ont fait leur travail d'information, de recherche, d'explication. Après, que chacun fasse son boulot. Les nuages de poussière que nous avons filmés, personne n'est au courant à la mairie de Metz. Pour y être souvent, j'en ai jamais vu. Personnellement, je n'en ai jamais vu. C'est un incinérateur, il est contrôlé et il est en bon état de fonctionnement, plutôt au-delà d'ailleurs des incinérateurs qui fonctionnent dans ce pays. Il est peut-être aussi l'un des plus rentables. Ici, les ordures sont transformées en électricité. La ville engrange 12 millions d'euros chaque année grâce à l'incinérateur. Intérêt financier, 60 agents pour contrôler 1000 sites industriels. Voilà des hypothèses pour comprendre la situation à Metz. Elle est loin d'être isolée. 127 incinérateurs comme celui-ci sont en activité en France.
Au milieu de ce sombre tableau émergent quelques lueurs, des initiatives locales, des villes même, qui respectent la loi LOR. Comme Nantes, qui a choisi depuis des années de miser sur le vélo. Dédiée à l'automobile dans les années 90, la cité a changé de visage. Parking, voies réservées, vélos en libre service jalonnent cette agglomération de 600 000 habitants. Même l'administration met des bicyclettes électriques à disposition du personnel. Dernière idée en date, une aide pour l'achat d'un vélo cargo, 300 €, qui ont décidé Thomas Smoke à sauter le pas. En fait, c'est comme un vélo classique, vous avez un cadre de vélo classique avec une caisse de transport à l'avant, donc qui permet d'emmener tout en fait. On a une capacité de chargement qui dépasse les 100 kg en termes de possibilités. Donc soit on peut mettre un siège bébé pour transporter des enfants, sinon on peut transporter, moi je transporte avec mes courses, mon matériel photo, quand je pars faire du sport, je peux emmener mes affaires de sport. Parti travailler pendant 10 ans à Paris, Thomas Smoke a retrouvé sa ville natale, métamorphosée. La différence, c'est phénoménal. Là maintenant, vous avez des pistes cyclables partout, vous avez des sas vélos partout, des tournes à droite, des petits panneaux qui autorisent à tourner à droite quand le feu est rouge partout. Donc c'est vraiment, tout est fait pour qu'on se déplace en vélo en toute sécurité. Pour faire abandonner sa chère voiture aux citadins, la mairie a tout fait. Augmenter le prix des places de parking, interdire une bonne partie du centre-ville, mais aussi inciter les gens venus de l'extérieur à laisser leur voiture à l'entrée de l'agglomération. Pour les non-résidents ou pour les gens qui viennent travailler chaque jour pour les déplacements pendulaires, on a une autre approche. On a tout autour du périphérique et de l'agglo des P+R, des parkings relais, où les gens sont incités à déposer leur voiture. Pour l'instant, c'est gratuit. À côté de tous ces parkings relais, il y a ou des bus, des chronobus, ou le busway, ou des tramways. Et donc, on peut facilement se déplacer vers le centre de Nantes sans forcément faire rentrer la voiture dans le centre. Nantes est devenue respirable. Ici, moins de 2% des habitants sont exposés à une pollution trop forte. Encore loin du bon élève nantais, Paris-la-Brumeuse a pris une mesure radicale pour se mettre au vert. Les camions et bus immatriculés avant 2001 sont désormais interdits dans toute la capitale, sous peine d'amende. Bonjour, il est de quelle année votre camion? Il est de 2007. Eh ben c'est parfait. Les pollueurs frappés au portefeuille. Et la mairie veut étendre la restriction aux voitures individuelles, diesel comme essence. Si ce plan est mené à terme, en 2020, seuls les moteurs dernière génération pourraient circuler dans Paris. 50% de la pollution aujourd'hui provient des véhicules qui ont plus de 10 ans. Et donc ce que nous voulons, c'est accélérer le renouvellement du parc automobile, éliminer progressivement ces véhicules les plus polluants, les remplacer par des véhicules qui soient moins polluants. Et donc nous accompagnons le mouvement de manière à permettre notamment aux petites entreprises, aux artisans, aux commerçants, de pouvoir s'adapter à la nouvelle donne. En attendant cet hypothétique bol d'air, Paris suffoque régulièrement sous des pics de pollution. Et ces alertes, la capitale a beaucoup de mal à les gérer. À chaque épisode, la maire, Anne Hidalgo, réclamait la circulation alternée qui était refusée par le préfet. Les prises de bec entre la maire et la ministre ont fait le régal des médias. Depuis, Ségolène Royal a en partie cédé. Désormais, le préfet devra justifier son refus de déclencher la circulation alternée. Insuffisant pour les écologistes, cette mesure doit être inscrite dans le marbre de la loi et sans autorisation du préfet. Nous, on propose que les mesures soient automatiques. Dès qu'on atteint un seuil d'alerte pendant 24 heures, eh bien, automatiquement, ça déclenche la circulation alternée avec, bien sûr, des mécanismes d'information des préfets vers tous les élus locaux, vers tous les citoyens, tous les habitants des régions concernées. Un gouvernement qui hésite à fixer des contraintes ou à imposer des sanctions, voilà une frilosité que dénonçait Ségolène Royal lors du vote de la loi LOR. 20 ans plus tard, la France rechigne toujours à mettre en place une forme d'écologie punitive.
Le diesel, lui, a été reconnu cancérigène en 2012 par l'Organisation mondiale de la santé. L'État français ne l'a toujours pas fait. Il faut dire qu'il engagerait sa responsabilité pour avoir encouragé un carburant aux effets dangereux, voire mortels.